Salam alaikum, Azul, bonsoir. Comme chaque samedi, Rétro Info, donc pour parler de ce qui s'est passé durant la semaine. Du moins, nous essaierons de parler de certains faits, de certains événements plus que d'autres, puisque nous n'aurons pas assez de temps, certainement. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir mon ami Hassan Hersh, qui est ici avec nous. Bonsoir. Bonsoir, merci encore une fois d'être venu, de toujours répondre à nos sollicitations. Et bonsoir aux téléspectateurs. Merci, bonsoir. Alors, et nous aurons Samir Bouakouir, homme politique algérien, qui est malheureusement pris dans un bouchon, me dit-on, et qui donc va peut-être arriver un peu en retard. Alors, avant de commencer, nous lançons les titres d'aujourd'hui. Le matin d'Algérie. Désintox. Une rumeur sur la mort de Abdelaziz Bouteflika enflamme la toile. La rédaction. Alors, une rumeur sur la mort de Bouteflika enflamme la toile, et c'est en effet le cas sur les réseaux sociaux. C'est vraiment une folle rumeur, au point où l'ambassadeur d'Algérie au Liban s'est cru obligé de démentir. Il a dit non, Bouteflika n'est pas mort. Vous imaginez? Il y a plusieurs enseignements à cela. Le premier enseignement, c'est que dans des pays de dictature, la rumeur compte. Et la gestion du politique au quotidien passe malheureusement par la rumeur. C'est ce que nous avons connu dans l'ancien bloc soviétique. Donc, soit pour faire diversion, soit pour donner une information de façon oblique, indirecte, on injecte effectivement un certain nombre de rumeurs, soit éventuellement pour tester le peuple, soit pour voir comment se préparent les différents cercles du pouvoir, parce que tout le monde sait que malgré la présence d'un chef d'État, l'Algérie est un pays à pouvoir multicéphale. Personne aujourd'hui, aucun observateur sérieux ne peut dire qui de l'armée, du DRS, du FLN, du RND, et puis d'un certain nombre de hauts fonctionnaires, de juges, de procureurs, de walis, etc. Et tous ces aéropages, un peu comme du temps de Louis XIV dans les provinces, qui de ces clans-là prend véritablement la décision? Personne ne le sait. Alors, évidemment, chacun a sa petite idée. Oui. Mais là, en l'occurrence, nous sommes en 2017. Il y a une transformation du monde, il y a une mondialisation, il y a une proximité. On voit d'ailleurs le titre du journal Le Matin, effectivement l'affolement sur la toile. Donc rien ne peut se passer aujourd'hui sans que le peuple le sache, sans que l'opinion nationale et internationale le sache. Mais Hassan Hersh, vous venez de très bien décrire ce régime qui est totalement plombé, dont rien ne filtre, sauf s'il le veut lui, s'il y a une fuite organisée par lui-même, peut-être pour manipuler les foules, peut-être même envoyer l'intox que Bouteflika est mort pour pouvoir le sortir demain, pour dire, voyez comment ils sont en train de dire, il est bien vivant, pour préparer éventuellement sa vraie mort, quand elle surviendra. Par exemple. Dans ce cas, comment ces bien-pensants politiques qui sévissent sur les ondes, peuvent-ils nous reprocher à nous qui n'avons pas d'autres possibilités, d'autres moyens, d'autres issues que de spéculer et que d'essayer de faire des recoupements, d'essayer de comprendre, d'essayer de faire des lectures? Pourquoi nous reprochent-ils d'essayer de faire des recoupements, de spéculer à la limite, alors que c'est totalement plombé? Qu'est-ce qu'ils veulent? Que nous nous taisions? Parce que tout simplement, c'est un système paranoïaque. Et toute idée, toute information qui vient en dehors du cercle est frappée de vices de forme, elle est frappée de suspicion, elle est frappée de mauvaises intentions, ainsi de suite. C'est-à-dire que des hommes politiques paranoïaques, et il en existe, y compris dans l'opposition malheureusement, mais bon, là en l'occurrence il s'agit des hommes du pouvoir. Donc les hommes politiques paranoïaques sont susceptibles, ils sont sur la défensive, ils organisent des réponses totalement disproportionné, parfois en écartant d'une façon absolument violente, en tout cas en essayant par tous les moyens de disqualifier la parole de l'autre. Donc, en l'occurrence, dans le système algérien qui est bâti sur l'ersatz de culture, sur le mensonge, sur la violence, sur
tout ce qui est faux semblant, sur des postures, sur des allures, etc., effectivement, nous faisons face à une situation où une information peut faire basculer le pouvoir. Et une autre donne extrêmement importante, c'est que nous sommes dans un régime à hommes providentiels. Ce n'est pas des hommes qui incarnent un programme politique, qui incarnent un projet de société, qui incarnent éventuellement un espoir. Tout cela, bien au contraire, fait office d'un système basé sur la mégalomanie, sur le culte d'une personnalité, et donc on arrive effectivement au fait que la moindre petite rumeur peut déstabiliser des cercles illégitimes du pouvoir. Mais Hassan Herj, vous qui êtes un peu dans la PNL, hein, vous êtes un expert en la matière, vous qui êtes un peu dans comment dirais-je, dans le décryptage de ce qui est derrière les attitudes, de ce qui est derrière les manifestations, derrière les expressions. Comment ce régime a-t-il réussi la gageure de faire passer cet homme qui est visiblement très malade, à l'évidence. Il y a 1001 preuves de son état de santé totalement dégradé. Comment a-t-il réussi à faire passer la pilule au point où même des représentants de partis politiques, des chefs de partis politiques viennent nous dire aujourd'hui non, c'est lui qui gère, il est en très bonne santé, même s'il a de petits trucs. Eisenhower aussi, Roosevelt aussi avait été dans un fauteuil. Comment ont-ils réussi cet exploit, j'allais dire? Oui, bon, c'est un exploit qui ne peut convaincre que ceux qui veulent être convaincus. Ça, il faut quand même le répéter. Hein. Ce n'est pas un exploit qui convainc la société algérienne. Ça, c'est complètement faux. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de cercles qui font que, effectivement, quand ils sont preneurs d'un système, ils sont preneurs d'un fonctionnement d'institutions, ils vont défendre à tout prix. On le voit d'ailleurs à propos des élections présidentielles en France. Avec tout ce qui se passe comme casserole derrière Fillon, vous avez un certain nombre de millions de gens qui y croient encore dur comme fer, etc., qui s'attaquent même aux journalistes, à la justice, etc. Donc, c'est une attitude propre aux foules. C'est étudié ça par un certain nombre de psychologues et par Freud en premier. C'est-à-dire tout simplement comment un certain nombre de gens, en fait, suivent ceux qui leur font mal, ceux qui leur donnent du bâton. Il y a un comportement schizophrénique et, pour certains, un comportement masochiste. Et donc, cette frange-là, heureusement minoritaire, est très difficile à convaincre, quelle que soit la justesse de l'information. Samir Bouakwil qui vient de nous rejoindre, merci d'être avec nous. Désolé pour le contretemps. Vous avez été pris dans un bouchon, nous attendons. Absolument. Ouais, ça arrive. Alors, Samir Bouakwil, homme politique algérien, merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci de m'avoir invité également. Merci. Donc, nous parlions de l'état de santé du président, de la rumeur. Un journal vient de titrer « Folle rumeur sur la toile sur le décès éventuel de Bouteflika ». L'ambassadeur d'Algérie au Liban vient de démentir. On sait à quel titre d'ailleurs. Non, Bouteflika n'est pas mort, il est bien vivant. On refuse de communiquer, l'État, les pouvoirs, le pouvoir refuse de communiquer sur cette situation. Votre avis? Je crois que c'est un long feuilleton, c'est devenu un long feuilleton. Hein. C'est mort récurrente et puis de Bouteflika. On n'est pas la première rumeur. Hein. Les rumeurs datent depuis 5-6 ans. 5-6 ans. Je vais être honnête, moi, l'état de santé de Bouteflika ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'état de santé du pays. Et c'est là où les Algériens doivent quand même... C'est quand même la première... Excusez-moi, ouais. C'est la première institution du pays en termes de façade. Hein. C'est le pouvoir exécutif, c'est le sommet du pouvoir exécutif. Et puis l'un ne va pas sans l'autre. Et l'un n'en va pas sans l'autre. Ouais. Et puis surtout, ce président-là qui signe des décrets, qui limoge, qui nomme, ça veut dire que si ce n'est pas lui, c'est qu'il y a d'autres gens derrière qui agissent en son nom. Donc on ne peut pas dire
Ça ne nous intéresse pas, je crois. C'est pas dans le sens où, lorsque je dis ça, d'abord, j'ai retenu un terme, façade. C'est assez caractéristique. Oui. Alors, on sait très bien que l'État algérien, c'est un État militarisé. Hein. L'élément militaire domine dans le système politique algérien par rapport aux civils. Une espèce d'hégémonie de l'élément militaire dans le système algérien. C'est inutile de revenir évidemment aux raisons, elles sont historiques. Je réponds, quand je dis que cela ne m'intéresse pas, mais en fait, l'institution présidentielle en Algérie n'a pas besoin vraiment. Le système a toujours fonctionné. Le pouvoir s'est toujours exercé en dehors des institutions. C'est une des caractéristiques du système algérien. Le pouvoir n'a jamais résidé dans des institutions. C'est des groupes informels qui s'agitent autour de la principale institution qui maintient le système, c'est-à-dire l'armée, depuis l'indépendance, et qui, à l'occasion, se disputent au moment des crises, qui sont cycliques, se disputent. Alors, les moments de crise, c'est évidemment les moments où la succession est posée, qui se disputent évidemment la succession à l'intérieur. Donc, que Bouteflika soit là ou non ne change rien à la réalité du pouvoir algérien. C'est ce que je voulais dire, en fait, par rapport à la santé, à la question de la santé du président. Par contre, quand je dis la santé de l'Algérie, ça doit quand même interpeller. Parce qu'aujourd'hui, on en est à une situation où on a affaire à un régime politique qui a gangréné non seulement l'État, qui l'a affaibli, mais qui a gangréné également la société, en encourageant dans la société toutes les formes d'archaïsme possibles. Alors, on reviendra peut-être sur ces questions-là. Et donc, c'est un régime qui est incapable d'offrir un avenir au pays, qui est incapable de dessiner un projet pour le futur. Quand on sait que dans l'Algérie, il y a près de 70% qui ont moins de 35 ans, tu peux me corriger, Hassan, c'est quand même extraordinaire que face à cela, nous sommes encore gérés par une gérontocratie, effectivement, qui n'est plus en phase avec les réalités du monde, parce que l'Algérie ne vit pas dans une île isolée. Samir Boakai, je me permets de vous interrompre. Vous avez dit quelque chose de très intéressant, de très vrai, jusque-là, que le pouvoir a toujours été exercé par l'armée. Absolument. Il est important aujourd'hui de le rappeler. Alors, dans le même temps que vous avez dit qu'à chaque succession, c'est la foire d'empoignée. Succession pour des postes de façade généralement. Oui. Mais or, ces derniers temps, il semble que certaines choses ont changé, que Bouteflika a exercé un réel pouvoir, grâce à l'argent qui lui tombait dans le giron, qui lui a permis d'acheter un peu tout le monde. Son frère, en ce moment, est donné pour être le principal baron du régime, avec tout autour de lui un cénacle de ses officiers les plus gradés de l'armée, 60 à 70 officiers généraux qui seraient autour de lui, qui accepteraient donc de lui laisser la grosse part du pouvoir tant qu'ils ont leur part d'argent et d'autres privilèges. Vous ne pensez pas que ça ait changé dans ce sens et qu'aujourd'hui la fratrie de Bouteflika a même mise à barre sur le pouvoir d'une façon concrète, tangible? Alors, tout à l'heure, j'ai cité le fait que la caractéristique du régime, c'est que le pouvoir est exercé en dehors des institutions, mais il y a un autre élément aussi qui est caractéristique du régime algérien, c'est la collégialité. Tu as parlé tout à l'heure, Hassan, de l'idée de l'homme providentiel. En fait, le système algérien doit trouver un consensus, sinon il s'effrite de l'intérieur. Bouteflika a incarné à un moment donné le consensus entre les différentes factions à l'intérieur du régime. Certains ont soutenu du bout des lèvres pour se rallier par la suite, mais peu importe, il a incarné le consensus à l'intérieur. Il fallait trouver une figure qui puisse permettre au système de pouvoir continuer évidemment à dominer la société, à se pérenniser au pouvoir. Alors, toutes ces hypothèses qu'on entend dans la presse, Saïd Bouteflika, etc., moi, me laissent un petit peu dubitatif parce que je pense qu'à un moment donné, c'est vrai le régime va être confronté à un moment donné à un problème de succession. Il faut bien qu'il renouvelle la façade essentielle qui est l'institution présidentielle. Et pour cela, évidemment, il y a une difficulté effectivement actuelle parce que
il y a une crise, également financière, qui vient se greffer autour de cela. On a vu ce que ça donnait, évidemment, au moment de Chadli, en 88. On peut comparer des séquences historiques comme ça pour voir qu'il y a effectivement des risques de dérive. Voilà. Mais la tendance à l'intérieur, c'est effectivement de trouver un nombre consensuel qui puisse continuer à pérenniser. Alors, est-ce que nous sommes arrivés à une situation où cela n'est plus possible? Bon, la question reste posée. Donc, effectivement, elle reste posée. Mais après, ce qu'on avance dans la presse, en général, moi, je ne crois pas tellement. Et la santé du président, à votre avis, même si elle ne vous intéresse pas à titre... Non, il faut comprendre ce que je voulais dire, parce qu'elle ne m'intéresse pas. Moi, j'ai compris que l'urgence est plutôt à la santé de l'État qui est vraiment en train de... À la santé du pays. C'est très alarmant. Absolument. Mais sinon, si demain, Bouteflika décède, à Dieu ne plaise, nous ne souhaitons la mort à personne, comment ça va se passer, selon vous? La question est là. C'est que moi, je suis un militant politique. Je milite pour qu'il y ait une véritable transition démocratique. Et vous pensez qu'elle est possible en l'état? Actuellement, hélas, non. Je vais être honnête, je ne veux pas quand même raconter des histoires à ceux qui nous écoutent. Effectivement, on n'est pas dans une situation où il y a des forces organisées dans la société qui sont capables d'imposer une alternative. Ni de force autour de laquelle pourrait se rallier une éventuelle aspiration à cette transition. Tout à fait. On a le sentiment aujourd'hui que l'Algérie repose sur une force qui est l'armée. Voilà. Et lorsqu'on en arrive à cette situation, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Un pays, une nation forte, c'est une nation qui doit reposer sur de véritables institutions démocratiques. Et non pas sur l'armée. Aujourd'hui, c'est l'armée qui garantit l'intégrité du pays, qui garantit la sécurité du pays. Qui peut imposer une succession et pas une autre. Toutes les autres institutions sont réduites à un état d'intendance. En fait, l'Algérie n'a jamais été gouvernée en réalité. On parle souvent de malgouvernance, de mauvaise gouvernance. En fait, c'est la non-gouvernance. L'Algérie continue d'être administrée selon des recettes des techniques néocoloniales. Ça continue. On en a parlé il y a 2 jours. Voilà. En instrumentalisant les archaïsmes, comme l'a fait le colonialisme en Algérie, en divisant et en empêchant qu'une vraie société civile émerge en Algérie. Parce que la question est là. Hassan Hirsch, avant que nous passions au point suivant, remarque Oui, la remarque, c'est que ce qui change quand même, parce qu'on ne peut pas dire que rien ne peut changer si le président Bouteflika, finalement, demain n'est plus. Parce que la force des clientèles dépend de la proximité avec le chef de l'État. Parce qu'au bout du compte, qui signe les décrets, qui est consulté, qui est légitime à nommer à des postes d'autorité, à des postes lucratifs, etc., c'est quand même le chef de l'État. Et puis, on a un aéropage immédiat. D'où, justement, ce que vous disiez il y a un instant, l'importance du frère de Bouteflika, Saïd Bouteflika, c'est par cette proximité avec le chef de l'État qu'il a le pouvoir qu'on lui attribue et qui, de mon point de vue, n'est pas totalement faux. Donc, comme Samuel, d'ailleurs, l'a mentionné, savoir que le pouvoir n'étant pas dans les institutions, il est donc avec la proximité du chef de l'État. Et même avec ce qu'on disait, les commandants de région, mais aussi les walis, les sous-préfets, etc., ils obéissent à un certain nombre, on va dire, de porte-drapeaux de leur clan. Et donc on ne peut pas dire véritablement que rien ne change parce qu'un chef d'État disparaît, qu'un autre revient. Parce que celui qui va revenir, si on est toujours dans la même configuration dictatoriale, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on peut changer, par exemple, d'un clan de l'Ouest à un clan de l'Est, à un clan du Centre, etc., tout en gardant, évidemment, le schéma global de cette clientèle autour de la présidence. La même structure. Tout ça. Mais nous allons passer au point suivant, mais cela n'empêche pas que nous gardons des passerelles, si vous voulez revenir vers le premier sujet. C'est comme ça qu'on fait généralement dans les rétro-infos. Nous allons d'un sujet à l'autre. Il a l'habitude des médias. Donc, le second sujet est le retour du terrorisme, curieusement, comme ça, d'un coup. De titre. L'humanité. Algérie, menace terroriste persistance. Hassan Zerouki.
Alors, récemment, le ministre de la Justice avait dit l'Algérie a vaincu le terrorisme. Avant lui, Yahya a dit le terrorisme n'est plus que résiduel, très très résiduel. D'autres ont dit que grâce à Bouteflika et à la charte pour la réconciliation nationale, le terrorisme est fini derrière nous. Or, le dernier chiffre tombé dans la revue El Jich parle pour 2016 de 351 terroristes neutralisés. 351. Des centaines de Kalachnikov, des antimissiles, des trucs, des choses. Et depuis le début de l'année, c'est pareil, c'est une recrudescence absolument inquiétante, notamment en Kabylie. À chaque fois, 11 terroristes, 9 terroristes, 12 terroristes ont été liquidés physiquement, abattus comme ils disent et tout. Et il y a même eu 7 soldats tombés dans une embuscade à Bouira. Et récemment, tout récemment, un terroriste à Constantine s'est attaqué à un commissariat d'arrondissement. Il était ceint d'une ceinture d'explosifs qu'il a essayé de faire exploser. Le policier l'a neutralisé avant. Mais il a explosé quand même. Et c'est lui qui est mort. Il a blessé 2 policiers. Ce retour du terrorisme dont on nous avait dit qu'il avait disparu. Il y a la violence terroriste a toujours ses ingrédients en fait. Disons les causes du terrorisme n'ont pas été véritablement traitées en Algérie. Alors à cela s'ajoute évidemment la situation dans la région également, avec la déstabilisation de la Libye, etc. La frontière algérienne est une frontière qui est importante et qui est difficilement contrôlable. Donc forcément, ça crée évidemment des mouvements dans ce sens où les groupes, la décomposition de l'État libyen a fait qu'évidemment des groupes se sont constitués, de l'armement a été récupéré et comme les frontières sont poreuses, on a beau mettre sur chaque mètre carré de la frontière un soldat, ce n'est pas possible de le faire de toutes les manières. Voilà. Alors maintenant, évidemment, il y a quelque chose d'assez caractéristique chez nous, c'est l'instrumentalisation qui est faite du terrorisme par le régime. Ça, c'est une réalité, on l'a connu. Les Algériens le savent, de toute façon, on ne découvre pas quelque chose. C'est quelque chose qui est évident. Le système algérien, pour perdurer, joue également sur les peurs dans la société. Donc, la violence terroriste est aussi une façon, si vous voulez, d'anesthésier la société, de faire peur à la société, de l'empêcher, évidemment, de s'organiser. Alors, ça intervient à des moments, mais cette instrumentalisation, elle est bien réelle. Voilà. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est fomenté par le pouvoir, mais bon, il y a un point d'interrogation. Ou peut-être par un clan du pouvoir contre un autre. On peut imaginer toutes les hypothèses possibles, étant donné l'opacité qu'il y a dans le régime, étant donné les attentats que nous avons connus dans le passé. Il faut quand même reprendre le fil, les grands massacres qu'il y a eu à Pantalaha, qui intervenaient à des moments de crise. À l'époque, c'était des moments de crise au sein du pouvoir. Effectivement, donc cette instrumentalisation, elle est bien réelle. Voilà. Après, évidemment, elle intervient à la veille d'une élection, d'une échéance électorale. Est-ce que ce regain d'activité terroriste est lié à cela également? Voilà. Bon, c'est des questions. Mais fondamentalement... Est-ce que ce régime pourrait être tenté de réactiver le terrorisme pour faire peur aux gens et les inciter à aller voter, par exemple, à un moment où toutes les données sont en train de nous annoncer qu'il va y avoir un record en termes d'abstention ou de boycott? Est-ce que le régime pourrait être tenté d'utiliser cette réactivation terrorisme pour dire attention, vous allez vous retrouver comme la Syrie, allez voter, c'est le meilleur moyen? Ça s'appelle jouer sur les peurs, c'est exactement ça, c'est jouer sur les peurs et puis susciter la mobilisation autour du régime, pour le régime. Donc effectivement, l'instrumentalisation est réelle, mais en l'absence d'enquête, etc., il est évident qu'on ne peut que faire dans les conjectures. Est-ce qu'il y a un clan qui veut... Bon, bien malin celui qui peut dire quels sont les rapports à l'intérieur. Hassan? Ce que je peux dire à ce sujet, M. Benchenouf, c'est qu'il faut rappeler aux téléspectateurs que l'Algérie est un grand pays. Il y a 6300 km de frontières et 1200 km de côtes. Il est impossible pour une armée, pour les services de sécurité, etc., de tout contrôler. Donc, pour ce qui est des menaces qui viennent de l'extérieur.
Absolument. D'accord. Et puis, de l'intérieur, avec la possibilité d'aller et venir, et éventuellement d'acheter des armes, ou de vendre des armes, etc., de se procurer de l'argent, les moyens de faire cette guerre intérieure. Ce que je voulais dire par là, c'est que le seul moyen d'éradiquer véritablement le terrorisme, c'est qu'il faut qu'il y ait une confiance entre l'État et la société. Tant que cette confiance n'est pas possible, il y aura toujours du terrorisme. Parce que il y a la haine, il y a l'inégalité sociale, il y a l'école. Tous ces facteurs produisent de la violence, produisent du terrorisme. C'est, on va dire, la source fondamentale du terrorisme. Tant qu'il n'y a pas de réforme sérieuse, qu'il n'y a pas, comme dit Samir, un processus de démocratisation pour que l'Algérien vive l'espoir, eh bien, un terroriste du coin ne sera pas dénoncé. Un manipulateur des armes du coin ne sera pas dénoncé. Parce que quelque part, on se dit, ah, c'est contre le Hukuma, c'est contre le pouvoir. Et donc, on est dans une espèce de spirale infernale qui n'en finit plus. Quelle confiance, Hassan, pourrait avoir la société en son État, si tant est que c'est un État, quand on a la quasi-certitude, même des preuves, que ce même État a perpétré des actes terroristes, qu'il a géré la violence. Il n'y a pas très longtemps, le général Ben Hadid, qui était un général opérationnel pendant la décennie rouge, est venu à Al-Maghribiya et il a affirmé publiquement que l'émir Ben Chiha du JA était sous contrôle du général commandant la 2e région militaire. Le fameux Zenjabil, le fameux baron du Kif qui avait été pris, enfin qui s'est rendu au juge d'instruction militaire de Blida pour demander de bénéficier des mesures amnistiantes de la Charte nationale pour la réconciliation, devant la réponse du juge qui lui dit « Non mais vous êtes un trafiquant de drogue, vous n'êtes pas un terroriste ». Il a dit « Non, non, moi je suis un dispensateur de fonds et d'aide aux terroristes et je travaillais directement sous les ordres du général Kamal Abdelrahman et nous nous servions des recettes de la drogue, de la cocaïne pour financer les groupes terroristes. Donc quand on a des informations telles, avérées, vérifiées, où cette société irait-elle puiser une telle confiance en son État? Non, mais c'est évident qu'il y a un discrédit des institutions, un discrédit des hommes politiques, un discrédit même des officiers de l'armée qui soutiennent justement ce régime en place, ces institutions en place. C'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, effectivement, la société n'a plus confiance. Il y a un fossé énorme, comme disait Hossein Ait Ahmed, il y a carrément un fleuve de sang qui sépare la société des dirigeants. Dans une configuration de cette envergure, c'est évidemment une suite sans arrêt de scandales de ce genre. Et donc, effectivement, on assiste à une multiplication des actions terroristes et curieusement à des moments clés de la vie politique du pays, savoir quand il y a des changements d'équipe, quand il y a des élections, aussi bien au niveau national, au niveau local, etc. Et je souscris totalement à la thèse, effectivement, qu'on gère la société avec cette donne importante qui est la peur. Semer la peur, c'est paralyser, effectivement, le combat pour une société démocratique. C'est bien d'habitude dans cette émission de Rétro Info que les invités interfèrent, qu'ils s'interrompent. N'attendez pas de moi que je vous donne la parole. Si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas. D'accord. Mais sinon, une remarque la sur ça. La nécessité ne s'est pas posée encore. Bon, peut-être qu'elle interviendra en cours d'émission. Mais pour le moment, on est à peu près sur les mêmes... Très bien. Mais sinon, une remarque avant que nous passions au sujet suivant. Sur cette question de terrorisme. Oui, je pense qu'on a résumé un peu les choses. Qu'il y ait instrumentalisation, c'est clair. Qu'il y ait eu des actions terroristes qui ont été l'émanation de groupes au sein du pouvoir, c'est une réalité. Maintenant, les causes existent, les facteurs qui conduisent à la violence terroriste, à la violence d'une manière générale, sont encore là. Voilà. Et vous pensez que nous pourrions verser dans une autre tragédie du genre celle que nous avons traversée? Absolument, absolument, bien sûr. Rien ne nous protège de ça. Bien sûr, quand les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc forcément, évidemment, là il y a eu une période fastueuse, parce qu'il y a eu quand même
avec Bouteflika, il y a eu quand même beaucoup d'argent qui est rentré. Hein. Les réserves ont augmenté. Il y a eu donc une période de paix relative, hein, de paix monnayée. Mais en même temps, Samir, désolé, il y a beaucoup d'argent dans les caisses de l'État, certes, mais les Algériens, petits et moyens, savent que une grande partie de cet argent a été détournée, a été volée, a été mal utilisée. Il n'empêche pas qu'il y a une partie qui a été redistribuée, ce qui a, le pouvoir a réussi un petit peu à effectivement acheter la paix sociale. Donc il y a ce sentiment-là que les Algériens doivent à Bouteflika, alors que bon, c'est pas une richesse créée, c'est une richesse naturelle, hein, donc qui a été évidemment exploitée par le régime pour justement juste pacifier pendant quelque temps, acheter la paix sociale. Cet argent n'a jamais servi au développement. Et se construire des alliés naturels voilà. autour, en rempart. Absolument, absolument. C'est élargir un peu la base sociale du régime, le clientèle du régime. D'ailleurs, c'est cette peut-être baisse disons des revenus qui a fait que les alliés naturels sont moins alliés qu'avant. Ça a provoqué des agitations à l'intérieur du régime, effectivement. Sachant également que le régime est caractérisé par une méfiance quasi pathologique à l'intérieur. Hein. Tout le monde suspecte tout le monde, etc. J'ai écouté ce que tu disais avant d'arriver, qu'effectivement, la moindre information peut... Un système de paranoïa qui peut déstabiliser, effectivement, le système de l'intérieur. Les clientèles du régime, ces alliés naturels dont il s'est entouré qui se comptent en millions. Hein. Je ne parle pas des clientèles les plus cossues. Je parle aussi des petites clientèles qui ont trouvé leur compte avec ce régime, qui sont bien, qui sont là à le défendre. Ils sont nombreux. On dit qu'ils se comptent en millions. Jusqu'à ceux qui n'avaient jamais espéré avoir de logement, de voiture, un crédit en sèche et autres. Donc, est-ce qu'elle pourrait changer de camp, si je peux dire, si jamais la source se tarit? Ah ben, absolument. Absolument, la réponse est contenue dans la question. On l'a vu au Venezuela. Ouais. Tout à fait. On peut assister à une déliquescence de l'État et de la société de type Venezuela et éventuellement même plus loin. Je veux dire, l'Algérie est sur un volcan. Hein. Et il est de la responsabilité des gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, hein, quelle que soit leur fonction, de ce qui adviendra dans ce pays-là. Parce qu'on ne peut pas dire à la fois que tout le monde est responsable, etc., diluer. Non. Ceux qui sont responsables, c'est ceux qui prennent les décisions. La question qui se pose, effectivement, c'est d'anticiper et puis de donner des formes démocratiques à ces possibles dissidences, à ces possibles contestations qui sont là, qui sont latentes. Le travail d'un militant démocratique, d'un parti démocratique, c'est justement de définir, de donner un contenu, etc. Parce qu'il n'est pas sûr qu'effectivement qu'elles empruntent des voies démocratiques. Hein. On a vu ce qui s'est passé, il y a eu les formes de fascisme sont latentes aussi, de fascisation sont latentes également, que ce soit au sein de la société ou au sein du régime. D'où la transition. Voilà. Justement, un sujet qui est en train de faire clameur publique dans une région de l'Algérie, la Kabylie, c'est la création du RPK, c'est bien ça, je me trompe pas. Rassemblement pour la Kabylie, donc qui est dans une dynamique de revendication d'autonomie et non pas d'autodétermination. Et nous allons voir le titre. Al-Watan. Il réclame un statut particulier pour la région. Le RPK, nouveau mouvement autonomiste pour la Kabylie, par Mokran Aït-Ouarabi. Alors, peut-être commencerons-nous par Hassan Herish, qui est un peu dans l'initiative et qui pourrait nous donner quelques détails ou nous en redonner, puisqu'on en a déjà parlé. Personnellement, j'ai salué cette émergence d'un parti responsable. Je connais l'essentiel des acteurs de ce parti, Rassemblement pour la Kabylie. C'est un parti donc, qui s'inscrit... Un parti, un mouvement. D'accord. Il ne faut pas se faire d'illusions. Oui, hein. oui. À partir du moment où une structure a un responsable et puis des antennes un peu partout, etc., il s'inscrit comme étant un mouvement, c'est-à-dire dans son esprit philosophique, politique, etc. Mais au niveau structure, c'est des partis. Hein. Voilà, un parti politique. Oui, tout à fait. Donc, et je pense qu'il y a effectivement une nouveauté
C'est-à-dire qu'il s'inscrit déjà dans l'Algérie. Déjà, le fait que vous disiez parti, ça veut dire qu'il s'inscrit dans l'Algérie. Absolument. Parce qu'un mouvement de libération, un mouvement qui va vers l'autodétermination, n'est pas un parti qui s'inscrit dans un contexte... Oui, mais c'est quand même un parti, même pour l'autodétermination. C'est un parti, il a sa structure, il a comment dire, ses structures au niveau communal, au niveau wilayal, etc. D'accord. On joue en fait sur les mots. Non, nous n'allons pas jouer sur les mots. Oui, tout à fait. Mais on va dire une organisation. Donc, moi, mais généralement, un parti, ça demande un agrément. Généralement, hein, c'est... Encore que le parti FLN du temps de la France n'a pas demandé d'agrément, je crois. Oui. Mais bon. Je m'excuse de vous avoir un peu dissipé. Ce que j'aimerais vous dire d'abord, organisation. Hassan, avant que vous n'engagez plus avant, oui. Les réseaux bruissent d'une, comment dirais-je, d'une affirmation quasi unanime au sein de ceux qui sont un peu dans la mouvance MAC. Tous accusent le RPK d'être la création du régime pour contrer justement le MAC. Oui, c'est exactement ce que je disais tout à fait au départ. C'est-à-dire que quand dans un parti politique ou même dans une structure beaucoup plus grande, l'État, quand il y a un esprit paranoïaque, tout ce qui vient de l'extérieur est considéré effectivement comme étant quelque chose de manipulé, comme étant contre soi, comme étant une défiance, etc. Parce que précisément, une organisation, aussi petite soit-elle, paranoïaque, elle n'a pas confiance en elle-même. Parce qu'elle n'a pas la base sur laquelle elle se repose. C'est-à-dire, on est dans le verbiage, etc. Et moi, personnellement, j'ai été insulté, j'ai été traité de tous les noms, etc., alors que je ne suis même pas parti de J'ai bien vu. Donc j'ai servi de zone tampon, quelque part, à mon ami Hamou Boumdil. Voilà. Mais je répète, je le dis aux téléspectateurs, je n'ai jamais remis en cause Farhat Mehni en tant que personne. Mais dès lors qu'il prend des responsabilités politique, qu'il a une organisation, évidemment, nous avons le droit de critiquer, et la critique est une piste d'amélioration pour quelqu'un qui a l'intelligence de la prendre comme telle. Donc nous avons le droit de critiquer un certain nombre d'actions qui peuvent aller trop loin, qui peuvent aller à la dérive. C'est ce que j'ai dit la dernière fois. Je ne peux pas comprendre. Et là, je l'interroge, et j'interroge les militants du MAC. Comment ferait-on avec une indépendance pour passer la frontière, avoir le visa pour aller à Alger, pour aller à Oran? La moitié des Kabyles habitent en dehors de la Kabylie. Oui. On va me dire, oui, c'est pas grave, ils vont revenir. Mais leur vie est dans le reste de l'Algérie depuis des siècles. À supposer. Certains Kabyles sont installés dans le reste de l'Algérie depuis des siècles. Donc soit on coupe la Kabylie en deux, mais effectivement, ils seront totalement coupés de la Kabylie définitivement. Soit effectivement, on se dit, ils vont converger vers la Kabylie. Il faut prendre ses responsabilités. Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence? Monsieur Benchenouf, vous savez autant que moi comment ça s'est passé la réunification de l'Allemagne. Un pays qui était à l'époque troisième puissance mondiale. L'Allemagne de l'Est s'est rajoutée à l'Allemagne de l'Ouest et tous les problèmes que ça a causés au niveau de la crise financière, de la crise de logement, de la crise politique, etc. Et jusqu'à présent, elle n'est pas encore résolue. Et encore là, c'est une réunification. Une réunification, c'est-à-dire sans changement de logement, sans qu'il y ait, on va dire, de déplacement de population massivement. Donc le RPK s'inscrit dans une autonomie au sein de l'Algérie. Le RPK, il s'inscrit dans une réforme des institutions algériennes. Le RPK considère que l'Algérie a hérité d'institutions coloniales et que la véritable indépendance, elle n'a jamais eu lieu, qu'il y a eu confiscation de cette indépendance par le groupe d'Oujda, mené par Boumediene Bembella, et que maintenant, plus de 50 ans après, les fils de ce pays et les filles de ce pays doivent poser un certain nombre de questions sur table et se dire comment organiser
notre pays et le rendre attractif, le rendre un lieu où il est possible d'atteindre ses objectifs, de réaliser ses rêves. Je reviens à vous dans un moment. Samir Bouakwir, qu'est-ce que vous en pensez? Bien, je pense que c'est un des points de divergence. Voilà. Un des points de divergence, effectivement. Alors, moi, je n'irai pas sur le terrain du complot intérieur. C'est ridicule. Régime. Je pense qu'il faut un peu dépasser cela. Je pense qu'il est important d'expliquer ce type de phénomène. D'abord, il y a des facteurs proprement internes. Je parle d'une manière générale des mouvements de type identitaire. D'une manière générale. Il y a les facteurs extérieurs, évidemment. La globalisation, la mondialisation dans sa version globalisation financière, c'est-à-dire où c'est les marchés qui dominent la mondialisation, a créé une situation avec ce qu'elle génère comme inégalité, comme source donc comme injustice, comme guerre. On crée chez les peuples espèce de besoin de repli, de protection face à ce phénomène qui est mondial. Alors c'est un phénomène qui touche pas uniquement l'Algérie, qui touche des pays comme la France, qui touche des pays comme des pays européens, l'Espagne, où on a une espèce de montée des nationalismes, ce qu'on appelle des populismes de type identitaire, le nationalisme de type identitaire. Alors, en Algérie, dans une situation où l'État est contesté, où le pouvoir est contesté, dans une situation de crise politique qui dure depuis 1962, ça prend une acuité encore, ça prend les problèmes sont encore beaucoup plus compliqués à résoudre, parce que les questions n'ont pas été traitées en amont. La question identitaire n'a pas été traitée en amont. Donc, que l'on questionne l'État aujourd'hui, que l'on questionne la nation, que l'on réfléchisse à quelle forme, quel type d'institution puisse refléter la diversité culturelle algérienne, qui est une richesse, c'est légitime, ce débat est légitime. Mais ces mouvements, d'une manière générale, sont des mouvements de réaction. C'est des mouvements qui sont des formes de réaction qui, pour moi, je termine juste le raisonnement. Non, mais pourquoi en Kabylie Je sais que tu n'es pas d'accord, mais je termine juste le raisonnement. Donc, ce sont des phénomènes qui sont liés. Donc, il y a les facteurs externes dont j'ai parlé, mais il y a les facteurs internes. Les facteurs internes, c'est l'impasse politique, l'impasse historique dans laquelle se trouve l'Algérie. La question identitaire, jusqu'au début des années, dans les années 90, la question identitaire était intimement liée à la question démocratique. La question démocratique, je dois dire même que c'était le cœur de c'est ce qui structurait la conscience des politiques, des militants pour la majorité. Pourquoi en Kabylie seulement? Alors, je termine pour parler du phénomène. Non, le phénomène peut être observé ailleurs. Il n'est pas exclu que ce type de phénomène puisse survenir. Non, il survient en Kabylie parce que peut-être qu'il y a eu des traditions de lutte, etc. Mais il n'est pas exclu aussi que ce type de phénomène... Mais jusqu'à présent, il n'a survenu qu'en Kabylie. Non seulement à l'échelle... Du moins ce que vous êtes en train d'expliquer. Oui, à l'échelle de l'Algérie, mais peut-être aussi au-delà, à l'échelle de l'Afrique du Nord. Donc, juste pour poursuivre mon raisonnement, jusqu'aux années 90, la question démocratique a été au cœur de la problématique de la revendication à Mézières. Il y a eu un divorce, l'impasse, effectivement, le découragement de beaucoup de militants, de la démocratie, etc., a fait qu'à un moment donné, il y a une espèce de divorce avec la question démocratique. Et la question identitaire prend le pas sur la question démocratique, donc une espèce de repli. Alors en Algérie, évidemment, on se replie sur l'ethnie, on se replie sur la tribu, etc. Pour moi, ce sont des mouvements... alors, il ne s'agit pas pour moi de dénigrer, je ne suis pas en train de dénigrer, j'essaie d'expliquer un petit peu ce type de phénomène qui, pour moi, ne constitue pas des alternatives. Ne peuvent pas constituer des alternatives. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Voilà. Pour en rester au sujet du RPK. Alors, oui, j'en arrive. C'est le RPK ou le MAC ou les souverainistes, etc. Bon, pour eux, c'est pareil. C'est des nuances. Moi, d'une manière générale, ils participent d'un même phénomène.
Il participe d'une manière générale d'un même phénomène que j'ai tenté d'expliquer, effectivement. L'impasse intégrale au sein du pays, le désespoir, le fait qu'on renonce, on dit, bon, ben, la démocratisation de l'Algérie est quelque chose d'assez inenvisageable, ben, replions-nous sur l'identité, sur l'ethnie, sur un peu la tribu. Moi, je m'inscris dans une autre perspective. Je m'inscris dans une perspective beaucoup plus globale. Moi, je considère qu'aujourd'hui, la question qui doit préoccuper les élites algériennes, y compris les élites en Kabylie, c'est la question maghrébine. C'est celle-là, la question essentielle. Plutôt que de se rétrécir, c'est oui, tout à fait, absolument. Je suis désespéré de voir que les élites algériennes ne prennent pas en charge cette question. C'est une question qui est fondamentale. La question du Maghreb. Mais est-ce qu'il n'est pas possible d'aller vers un grand ensemble maghrébin, dans le même temps d'envisager une option fédérale, peut-être? C'est ce que propose le RPK. Hein. Oui, mais moi, je préfère les dynamiques. Je préfère m'inscrire dans des dynamiques positives plutôt que des dynamiques négatives. Réductrices, qui relocalisent le local. Je pense que la priorité, à mon avis, doit aller vers cette dynamique maghrébine. Il reste environ 6 minutes. Vous pouvez échanger entre vous. Qu'il y ait ensuite. Je ne peux pas être d'accord sur tout. Oui, mais il y a un certain nombre de points qu'on partage complètement. Mais dire que l'émergence du MAC, du RPK, etc. C'est la globalisation. C'est un des facteurs, j'ai dit. C'est ça qui fait qu'il y a un repli identitaire, etc. Moi, je ne partage pas complètement cette analyse. Pourquoi? Parce que c'est un phénomène qui date depuis des décennies et des décennies. Est-ce que le fait que l'Inde soit séparée du Pakistan, c'était un problème de globalisation? Est-ce que le fait que le Bangladesh se soit séparé du Pakistan, c'était un phénomène de globalisation? Est-ce que, je peux me dire, le Québec, on connaît tous... je crois qu'il a dit que c'est l'un des points. On connaît tous la fameuse... Je suis en train de caricaturer la fameuse intervention du général de Gaulle, vive le Québec libre. Est-ce que c'était le phénomène de globalisation? Non. Le problème... Comme le dit d'ailleurs Samir à la fin. Je te pense assez honnête intellectuellement pour que tu ne réduises pas mon intervention. Il fallait être honnête intellectuellement pour dire que c'est un repli identitaire, c'est pas un repli identitaire. Ne parlez pas en même temps, c'est de réduire l'intervention à un phénomène. J'ai laissé terminer. Je reviendrai là-dessus. Absolument. Donc pour moi, nous sommes aujourd'hui au pied du mur parce que effectivement, nous posons la question de comment instaurer la démocratie dans tous ces pays-là. Il y en a qui proposent une démocratie tout en gardant grosso modo les mêmes institutions, et il y en a qui proposent une refonte totale de l'État et de la notion de l'État-nation, en refondant totalement les institutions. Mais Hassan c'est-à-dire, c'est-à-dire que l'autonomie, telle que d'ailleurs l'a préconisé le FFS en 1979, c'est tout simplement rendre à l'Algérien la possibilité de jouir de sa citoyenneté, d'être un acteur au niveau de la démocratie de proximité, au niveau local et régional. Et c'est ça qui construira un État fort algérien, et je suis entièrement d'accord que cette perspective n'est pas suffisante tant que nous ne construisons pas l'Union nord-africaine. Hassan Herj, je me permets de vous interrompre parce qu'il ne reste plus de temps et que nous devons rendre hommage à d'illustres personnages à la fin de cette émission. Je vais vous poser une question toute simple, je vous demanderai de me répondre rapidement, mais nous aurons l'occasion de revenir plusieurs fois sur plaisir. Pourquoi le régime algérien marcherait-il dans une proposition du RPK pour la demande d'autonomie alors qu'il n'a pas marché pour celle du MAC? Le MAC, en commençant, il a demandé l'autonomie. L'État lui a refusé. Et c'est ce qui l'a poussé peut-être à aller vers l'autodétermination. Pourquoi, dans ce cas, marcherait-il dans une telle dynamique? Il y a plusieurs raisons, j'en citerai 2 ou 3. Oui. La première raison... Mais très vite. Très vite. C'est d'abord que l'idée a fait son chemin. Et qu'aujourd'hui, le deuxième point, c'est que l'État,
aujourd'hui s'affaiblit de plus en plus, et avec justement ce qu'on a dit dans le premier sujet, les rumeurs sur Bouteflika, le changement éventuellement de régime, etc. Ce qui fait que ce qui était impossible hier, comme d'ailleurs l'officialisation de Tamazigh, ce qui était impossible hier peut l'être demain. Et le troisième point, c'est que le RPK ne compte pas sur l'ONU, ne compte pas sur les organisations internationales, ni sur le Maroc, ni sur Israël pour aboutir à son projet. Il compte sur le peuple kabyle d'abord et le peuple algérien en général. Samir Bouakwil, en une minute, parce que nous n'avons plus de temps. Oui, alors en une minute, d'abord, je regarde un petit peu que tu caricatures un petit peu mon analyse. Tu as pris un élément et puis tu t'es rentré dans une espèce de dissertation. Alors, j'ai une minute, donc si tu me laisses. Une minute, il a une minute, donc. C'est dangereux. Allez, Hassan, parce qu'une minute. Je le dis, j'ai parlé de facteurs internes, l'impasse intégrale, le fait que le mouvement culturel berbère depuis 80 ou peut-être avant, il y a eu une évolution dangereuse à l'intérieur puisqu'il y a eu une rupture, il y a eu un divorce, il y a un divorce depuis au moins le mouvement des Arches avec la question démocratique. La question démocratique est devenue absolument secondaire. Le fait de parler de peuple kabyle, c'est déjà d'esquisser la nation kabyle. Hein. Donc, à l'intérieur de l'Algérie. Voilà, je pense à non, le peuple kabyle à l'intérieur. Oui, comme il y a le peuple catalan, le peuple québécois, etc. On va pas. Alors, nous allons devoir l'évolution sémantique, l'utilisation de termes. Enfin, on revient à la vraie sémantique. Alors, donc, pour moi, ce sont des mouvements. Nous n'avons plus de temps. Alors, non, c'est juste une dernière phrase. Oui. Pour moi, ce sont des mouvements négatifs dans quel sens? Parce qu'ils peuvent être instrumentalisés. Aujourd'hui, on a un régime qui réactive les archaïsmes. Il y a deux types d'archaïsmes, de communautarisme, de repli. Hein, dans la société algérienne. Il y a le repli sur des bases religieuses et il y a le repli sur des bases identitaires. Et il n'y a plus de temps et nous allons finir sur ça. Alors, je veux rappeler que le 26 février, nous aurions dû fêter le centenaire de la naissance du grand écrivain, du grand poète Mouloud Maamri, qui est né le 26 février 1917. Nous lui rendons donc un vibrant hommage en cette occasion, même si c'est un peu tard. À l'occasion aussi... Avec une petite expression très célèbre de Mouloud Maamri, si tu permets. Oui. Les ghettos, ça sécurise, mais ça stérilise. Je crois que ça résume parfaitement le... c'est très bien, c'est très opportun. Le gouvernement algérien est un ghetto. Alors, pour l'hommage rendu à l'Arbi Ben Mehdi cette semaine, nous avons pris un petit texte que je vais vous lire très rapidement. Pour moi, c'est un poème plutôt de la blogueuse et néanmoins poétesse Taous Ait Mezrat. Je vais vous le lire. Et nous allons passer une vidéo avec. Hein. Il y a des sourires énigmatiques qui vous laissent pantois, soufflés par leur beauté, vous restez sans voix. Comme un sourire de victoire dans une situation de défaite, un sourire de joie quand le cœur n'est pas à la fête, un sourire d'espoir pour relever la tête. Un sourire porteur de messages codés, de courage, de dignité, de rage, de liberté. Un sourire rebelle, immortel, éternel, à jamais gravé entre la terre et le ciel. Je ne vous parle pas du sourire énigmatique de la Joconde. Je vous parle du sourire de l'Arbi Ben Mehdi qui défie le monde. Souriez à la vie, le combat continue. Allah yarham al-shuhada. Bonjour le monde, bonjour l'humanité. Signé Taous Ait Mezrat. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci à Samir Bouakwil. Merci à Hassan Hersh. En espérant vous revoir tous deux dans un autre plateau. Oui. Avec plaisir. Merci beaucoup à vous, chers amis téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission.